je m'appelle Alexandrine Van, j'ai 30 ans. Cette année, j'ai un fils de 3 ans qui s'appelle Mathaï. Donc, je suis la fille de Nani Picard, qui vient de Travaux, qui est décédée maintenant depuis quelques années. Et mon papa, Bruno Van, donc chef d'entreprise. Voilà. Donc, j'aime bien commencer par ça parce que ça pose vraiment les deux créneaux de la fille polynésienne qui nous vient de la presqu'île et le côté asiatique qui est très entrepreneur dans le travail. Donc voilà, moi c'est un petit peu un mélange des deux. Et aujourd'hui, j'ai fait mon parcours notamment dans le tourisme durable, qui est plus qu'une compagnie. Pour moi, c'est vraiment une passion. Et c'est ma mission de vie, comme j'aime bien le dire. Et donc voilà, beaucoup d'études, beaucoup de voyages. Pendant une dizaine d'années, j'ai habité dans beaucoup de pays différents. Et depuis 7 ans, j'ai décidé de revenir au Fénois pour justement partager cette expérience et ce que j'ai pu apprendre à l'étranger pour l'appliquer ici. Et donc aujourd'hui, je suis la fondatrice de Nani Travels, donc qui est une agence de voyage spécialisée dans les stratégies de développement durable, mais également l'association Nani, donc qui vraiment promeut et qui forme, qui fait pas mal de projets autour du coup de ce développement touristique avec ces stratégies de développement durable. C'était comme quand tu as décidé de créer Nani Travel, c'était une logique, ça peut pas être autrement, tu pouvais pas faire autre chose. Alors, en grandissant, c'est vrai que déjà j'ai commencé, je voulais être chef, donc dans une cuisine, pas du tout, rien à voir avec ce que je fais maintenant. Il y avait toujours ce côté où j'aimais bien accueillir, j'aimais bien créer des événements, j'aimais bien faire ce genre de choses. Et donc je me suis orientée dans cette voie et ensuite je me suis rendu compte que mince, il y avait quelque chose qui manquait, cet impact avec la population, ce give back comme on le dit, ce côté environnemental qui me plaît énormément. Et donc en fait c'est en vraiment étudiant les deux aspects de ce qui me plaisait, j'en ai fait un mélange et Nani Travel c'est arrivé vraiment comme une cerise sur le gâteau. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à créer une agence de voyage comme ça, un petit peu pionnière au Fénois. Mais pour nous, en tout cas, dans notre stratégie, c'est vraiment une agence de voyage. C'est vraiment le socle sur lequel tu peux vraiment avoir une rotation complète de ce qu'est le tourisme. On touche un peu à la restauration, on touche un peu au transport, on touche un peu aux hébergements, aux activités, au système de réservation interne, externe. Et en fait, pour moi, si je voulais avoir un impact réel dans le tourisme, c'était par avoir cette licence d'agence de voyage. Et on l'a nommée Nani, Nani Travels, parce que c'est le nom de notre maman. Et c'est vraiment grâce à elle et aussi de beaucoup de membres, mais en tout cas les valeurs qu'elle nous a inculquées, en tout cas que nos parents nous ont inculquées, vient beaucoup d'elle et donc on voulait lui faire un hommage pour continuer sa vision du tourisme, parce qu'elle a travaillé aussi dans le tourisme. Alors, l'une des premières actions que Nani Travel a organisées, ça a fait, je dirais pas que ça a fait un buzz, mais ça a fait parler un petit peu les gens à Papeete, c'est que tu as fait venir des touristes et ils ont organisé des opérations de nettoyage, ils ont ramassé les déchets qui étaient chez nous. Alors, il y a certaines personnes qui disent c'est bizarre qu'on fasse venir des touristes pour qu'ils ramassent nos déchets, mais raconte-nous un petit peu cette première aventure. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler et il y a eu beaucoup de choses qui se sont développées après. Mais alors, comment c'est arrivé ? En gros, donc je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Bamboo. Donc c'était un tour opérateur basé en Nouvelle-Zélande qui opérait un petit peu partout dans des pays en voie de développement. Et donc, ils étaient vraiment tournés sur le volontourisme. Donc c'est vraiment un tourisme volontaire qui vient pour aider. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le volontourisme, bien et moins bien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parlait et que c'était un gros challenge de développer un volontourisme dans un pays qui est quand même bien développé.
Quand les propriétaires de la compagnie sont venus me voir, j'ai dit, vous savez que la Tahiti, c'est quand même français. Hein, on a tout ce qu'il faut ici. Hein, on n'est pas obligé de construire des puits ou des choses comme ça. Et donc pour moi, la première étape, ça a été vraiment de comprendre qu'est-ce que la Polynésie ou qu'est-ce que l'île de Tahiti avait besoin, quel était l'impact qu'un touriste pouvait avoir, positif ou négatif, et qu'est-ce que nous, on pouvait faire de ça. Et donc, bon, bien sûr, on n'allait pas, clairement pas avoir un côté où on allait construire des puits ou des farés ou des choses comme ça. L'éducation était très bien. Il y avait vraiment notre système de santé. Bon, ben, on a ce qu'on a. Donc, il n'y avait rien vraiment à faire en plus. Et donc, m'est venue l'idée de m'orienter plus vers le côté environnemental. Et donc, une petite île au milieu du Pacifique, très atteinte par la pollution plastique, le tri, les déchets, les choses comme ça. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va tendre sur ça. Donc du coup, voilà, c'était vraiment autour des déchets qu'on voulait orienter notre cause. Et donc ça a vraiment commencé par des petits ramassages de déchets où on avait quelqu'un qui expliquait pourquoi, en tant qu'île éloignée au milieu du Pacifique, on était vraiment très atteint par ce sujet. Et on allait vraiment sensibiliser nos touristes à le faire. Alors on l'a fait, les touristes, au final ils étaient contents de participer à ça, même si nos plages étaient à peu près propres, donc on attendait un petit peu les crues après les pluies pour avoir tous les prés des rivières. Hein. Mais on va dire qu'on avait un impact assez positif pour les touristes. La chose est que nous avions un impact pas super positif avec les locaux parce qu'en fait ils comprenaient pas pourquoi justement et il arrivait que les gens venaient nous voir en disant non mais demain ça va être encore sale ou carrément venaient jeter leurs canettes en face de nous. Donc il y a vraiment un civisme, une incompréhension totale en fait à une action qui était vraiment menée pour une cause propre, quoi, avec un retour de la population qui n'était pas du tout en corrélation. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire après 1 an, 2 ans de ramassage de déchets? On est arrivé à 2 tonnes de déchets ramassés, recyclés. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, à cette époque, Timéry travaillait avec moi. Elle a eu cette idée de créer une structure artistique avec cet artiste incroyable, Tuat Hei Bernier. Et nous avons donc du coup voulu passer un message positif, un message de paix, un message limite de beauté à la population pour qu'elle comprenne que derrière, il y a quelque chose en fait qui se fait. Donc, on a créé cette grosse baleine qui est maintenant exposée au parc Veille-été. Et vraiment, on a créé un festival autour pour en fait rendre ce message qui est un peu négatif en fait. Ah ouais, vous payez ou ramassez, c'est pas bien, faites pas ci, faites pas ça. On va faire la fête. Oui. Parce que nous, c'est ça en fait. On aime bien faire la fête, on aime bien manger, on aime bien écouter de la musique. Et on s'est dit, on va réunir tout ça avec des causes environnementales, avec un marché bio, avec des animations musicales, avec des artistes qui venaient exposer. Et on a créé l'événement de l'éphémère. Donc c'était un festival environnemental et artistique qui vraiment avait pour message en fait la continuité de ce ramassage de déchets, cette continuité de c'est pas que pour les touristes en fait, on le fait surtout pour les locaux, mais les locaux n'ont pas compris. Donc on va essayer d'avoir une autre façon de passer le message. Et clairement avec du maha, de la musique. Et puis c'était sympa parce qu'on a fait des partenariats en fait avec des fondations. Il y a eu la Journée mondiale des océans en même temps, donc on a eu la chance d'avoir tout plein de présentations et de séminaires sur les initiatives qui se font dans le Pacifique. Mais ça, on l'a pas fait à l'université, on l'a fait sous un faré-poté avec des coussins. Les enfants étaient les bienvenus, des gens qui allaient à la plage venaient. Et je pense que un simple ramassage de déchets qui partait d'une bonne volonté, ça est arrivé à un festival environnemental et en fait c'était vraiment génial parce qu'on a touché tout le monde. Aujourd'hui on est à notre 2e édition du festival de l'éphémère et on espère pouvoir continuer à avoir cet impact autour du ramassage de déchets de nos touristes. Juste quand tu racontais l'anecdote sur le ramassage de déchets, c'est vrai que ça a fait parler beaucoup de personnes par rapport à tout ça. Et alors c'est assez bizarre parce que quand on interviewe les personnes qui organisent les ramassages de déchets dans les quartiers, sur les plages, etc. Et
souvent la réponse c'est « Ah, mais quand les touristes vont venir, c'est propre ». Donc voilà, c'est assez bizarre parce que moi j'aimerais qu'ils disent d'abord c'est pour nous. Ensuite, effectivement, c'est pour les touristes. Et tu vois, c'est assez bizarre en fait cette réaction entre pourquoi les touristes doivent ramasser nos déchets et puis si je ramasse les déchets, c'est pour les touristes. Oui. C'est voilà. Oui, et alors que du coup, les touristes, eux, c'est pas pour nous, mais c'est pour vous parce que vous nous avez accueillis sur votre terre et nous, on a juste envie de faire quelque chose, pour en contrepartie. Et oui, du coup, il y a ce jonglement. Mais bon, Nani Travel, c'est pas que ça maintenant, c'est beaucoup de choses. Tu as parlé de l'éphémère. Récemment, vous êtes en train d'organiser quelque chose de nouveau qui va encore plus loin dans l'expérience, on va dire l'expérience client des touristes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Oui. Donc ça, je pense que c'est nos immersions. Donc Nani Travels, bien sûr, c'est une agence de voyage et avec Nani Travels, on propose 3 services différents. Donc on a le premier service, c'est bien sûr du sur-mesure, donc avec nos agents de voyage qui guident un petit peu les décisions de quel hébergement, quel type d'activité, etc. pour des voyageurs, on va dire, particuliers. Le deuxième service, c'est qu'on a des expéditions. Donc ça, c'est vraiment des sujets à thème. Donc la dernière expédition qu'on a eue, qui a fait beaucoup parler d'elle aussi, c'est le programme Tama. Donc c'était un programme de 1 mois avec des familles de l'étranger, notamment de l'Amérique, qui sont venues pendant 1 mois avec un programme éducatif vraiment top niveau, avec des personnalités locales mais internationales qui venaient en fait partager aux jeunes leur savoir, mais avec aussi plein d'expériences, des sorties, des activités super. Et ça nous a permis en fait de sponsoriser des jeunes aussi locaux, donc de familles polynésiennes, à participer au même programme. Donc typiquement, ça va être une expédition. Ça va être sur le surf, ça va être sur l'océan, ça va être sur des sujets bien précis où on va faire intervenir des experts pour vraiment avoir une expérience touristique en Polynésie beaucoup plus en profondeur. Et donc le troisième service, donc aujourd'hui on est là, je suis trop contente de pouvoir en parler, ça s'appelle nos immersions. Et donc l'immersion, c'est quoi? L'immersion, en fait, c'est une journée, une demi-journée qui a été co-créée en fait avec Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui ont une histoire à partager, qui sont ravis de le faire. C'est pas forcément leur corps de métier d'être dans le tourisme, mais voilà, ils seront dans le tifeifei, dans la pêche, ils seront dans l'agriculture. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et que de temps en temps, ils ont envie de le partager à des touristes ou même à des locaux. Et nous, en fait, on apporte notre expertise dans la création d'événements ou vraiment ce wow effect, comme on aime bien le dire, pour faire en sorte que cette demi-journée soit vraiment une expérience touristique basique qu'un touriste pourrait avoir, en tout cas sur une sortie comme ce qu'on propose aujourd'hui, mais avec quelque chose de beaucoup plus vrai, inclusif, avec un partage qui se fait vraiment d'une famille à une autre. Et donc ça, c'est des immersions qu'on a ouvertes il y a 1 mois de cela. Mais c'est vrai que ça nous a pris du temps en fait à trouver le juste milieu entre quel est l'équilibre à avoir entre quelque chose d'authentique et quelque chose que l'on peut vendre. Parce que quand on parle d'économie, il faut quand même que le produit tienne la route, il faut quand même qu'il soit récurrent, il faut quand même que ça soit avec une assurance derrière, qu'il y ait une formation. Et comment est-ce qu'on peut garder quand même quelque chose d'authentique et de vrai, et quelque chose qui parle en fait aux Polynésiens. Et donc ça nous a quand même mis 2 ans à comprendre l'équilibre de ça. Donc très content de l'ouvrir cette année. Et aujourd'hui, donc ces immersions, nous en avons 13. Nous sommes sur 7 îles différentes. Et chaque immersion est juste vraiment incroyable. Ce qui est intéressant dans ces immersions, c'est que c'est pas nous qui allons imposer un produit touristique, c'est eux qui nous disent qu'ils veulent partager. Et nous, on s'adapte
à l'île et à la population, ou à l'association, ou à un village, ou peu importe. Et c'est ça qui rend la chose incroyable, c'est que déjà, pour l'expérience client, c'est juste autant. Enfin, tous les touristes maintenant cherchent de l'authenticité. C'est très rare d'en avoir maintenant, hein, mais pour eux, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Donc la demande, elle est incroyable, enfin, elle est vraie, et le client, il en ressort de là complètement heureux. Mais surtout pour nous, c'est également l'expérience du local qui va accueillir, qui va passer son message, et que son fils, par exemple à Nukuhiva, on a vu une mamie qui a tellement d'histoires, elle est dingue, elle a tellement d'histoires, de recettes, de choses incroyables. Et je dis, mais pourquoi tes moutouas, ils viennent pas t'aider ou participer, ou ta famille, les enfants et tout? Ils disent, bah non, parce qu'ils voient pas l'intérêt en fait de faire ce que je fais. Parce que maintenant, le tourisme, c'est quoi? C'est servir des hamburgers, c'est faire des hébergements avec la clim, c'est répondre à leurs demandes. Et donc nous, quand on vient avec nous, ce que nous on a, ils ne sont pas intéressés à le faire parce qu'il n'y a pas cette demande. Alors que nous, du coup, on vient apporter cette demande d'authenticité, et on vient revitaliser en fait derrière les générations futures à se dire, mais mince, c'est ça notre culture et c'est ça qu'ils veulent. Donc pourquoi ne pas se réapproprier ce savoir, ces petites habitudes que mamie, mémé, pépé avaient? Et en fait, parce que c'est ça qui est bon. Enfin, elle me dit, mais maintenant, la pêche aux langoustes de nuit, c'est dur. Personne ne veut le faire. Maintenant, voilà, le tifei-fei, tout le monde fait à la machine. Nous, on fait imprimer quelque part d'autre. Alors que c'est des moments partagés. Et c'est ça qui, pour nous, est beau. C'est que grâce à ces immersions, grâce à une expérience touristique qu'on a réussi à co-créer avec eux, et derrière ça, on a un impact socio-culturel qui est incroyable, même environnemental, parce que ces gens se disent, mais cette vallée, en fait, il faut la préserver, ce récif, il faut le préserver, et ils ont un moment, en fait, une journée où c'est leur histoire. Nous, on ne vient pas leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est leur histoire, bien sûr, en cadre. On standardise, en gros, on a élaboré des standards en fait, mais c'est pas des standards qui vont leur dire quoi dire, c'est des standards qui vont leur dire quels sont les outils pour que vous puissiez faire en sorte que ça soit sécure, que ça soit bien organisé, que ça soit bien encadré. Mais ça ne sera jamais vraiment l'histoire, parce que l'histoire, c'est eux. Nous, on vient juste apporter les outils. En fait, dans les immersions, tu fais prendre conscience aux personnes qu'ils ont de l'or dans les mains, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça. C'est se réapproprier et se dire, mais en anglais, we're worth it. Enfin, nous, c'est nous qui nous sommes, et on est fiers, en fait, d'être ça, d'être polynésien, d'être des marquises ou de Rapa. Et c'est cette fierté qui, j'ai l'impression, avec nos voyages de découverte, parce qu'on va visiter, on va parler à la population, c'est que beaucoup... Alors la génération d'avant, oui, ils sont fiers, ils essayent de continuer, mais cette nouvelle génération, ils ont perdu ce lien entre qui ils étaient et qui ils sont aujourd'hui. Et c'est complètement normal, parce qu'aujourd'hui, qui on est, c'est tellement global, et on est tout le temps sur nos téléphones, on ne sait plus qui on est. Mais c'est vraiment se réapproprier cette identité et leur dire, mais vous êtes incroyables, partagez-le, et surtout ne changez pas qui vous êtes, quoi. Et quand je t'entends sur les immersions, là vous en avez 13 à l'heure actuelle, vous êtes encore en train de développer des immersions, vous êtes encore en train de chercher des personnes, Oui. Il doit y en avoir des milliers. Alors mon frère qui est dans la finance, il doit nous dire arrêtez les filles de créer. Parce que voilà, on reste quand même une compagnie, donc on crée, bien sûr il faut vendre derrière, on est d'accord. Mais nous, notre but en tant que compagnie, mais aussi en tant qu'association, c'est de pouvoir toucher tous les archipels, le maximum d'îles possible, et de faire en sorte que cette façon de créer du business, cette façon d'être, on va dire, cet incubateur de projets touristiques, ça puisse parler à tout le monde, et que ça soit pas nous à chaque fois que on doit y
aller, on doit faire partager ce modèle économique, comment on le crée, mais que ça vienne d'eux-mêmes. Et donc nous, on plante les graines et on espère déjà pouvoir toucher les 5 archipels. Cette année, on se focalise sur les Tuamotu et les Marquises. L'année dernière, on était sur les Australes. En fait, on essaye de se focaliser sur quelques îles chaque année, de bien prendre le temps de découvrir, de créer des relations, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et à chaque fois qu'on se rend sur place et qu'on crée une immersion, on doit au moins un minimum se déplacer 3 fois. Donc pour une compagnie toute seule à subvenir aux besoins financiers de déplacement juste pour créer des immersions, c'est compliqué, mais ça nous vient du cœur et voilà, à chaque fois qu'on se déplace, c'est waouh, vous êtes les seuls à venir nous voir. Mais t'es sûr, mais ça va plaire. Mais oui, ça va plaire, le tarot c'est incroyable. et c'est juste dingue parce qu'on voilà, à Rurutu, avec notre agriculteur, mais c'est magnifique quoi, les plantations de taro, c'est comme Bali. Pourquoi on ne vend pas les plantations de taro et ce savoir-faire derrière, cette irrigation, enfin c'est dingue quoi, pour moi c'est dingue. Et si pour moi c'est dingue et si pour d'autres c'est dingue, pour tout le monde en fait ça devrait être dingue. C'est une façon de le mettre en place, de le structurer, d'en parler, de le vendre, de le marketer, etc. Mais voilà, l'agriculteur, il ne sait pas faire tout ça et pourtant, il a envie. Pas tout le temps, par contre. C'est très important de respecter leur rythme, leurs souhaits. Donc, c'est pour ça que nos immersions, ce n'est pas tous les jours. Il y a un calendrier et voilà, peu importe, le lundi, ça sera l'immersion à Hitia, le mardi, ça sera à Hapiti, le mercredi, ça sera XXX. L'idée, c'est pas de vendre une immersion en particulier, mais le concept d'avoir ce partage avec la population, de comprendre leur histoire, de participer à leur cause. Et chaque immersion reverse, alors c'est minimum 2%, mais ça peut aller jusqu'à 50% de la somme payée par le client qui retourne directement à l'association que la personne aura choisie. Et pour nous, c'est dingue d'avoir cet impact. C'est plus que le tourisme en fait. On essaye vraiment de créer une industrie qui va au-delà quoi. Il y a un vrai retour, à la société, retour aux personnes qui font justement cette société. Oui, on est vraiment plus c'est même plus un tourisme à impact zéro, c'est carrément régénérateur. C'est un tourisme régénérateur qu'on essaye de mettre en place. C'est pas facile, mais c'est passionnant et on adore voir ces gens qui s'illuminent en fait à chaque fois qu'ils reçoivent des gens et qui partagent leur histoire. Une question économique. Tu n'as pas peur qu'un jour d'autres personnes veuillent faire la même chose que toi? Au contraire, non. Au contraire, pas du tout, parce que oui, c'est sûr que ça fait peur, parce que on a tellement mis de notre temps, de notre énergie à co-créer quelque chose. Et alors, on n'est pas dupes, on a des contrats derrière. Alors, on a des contrats, on a ici établi de fortes relations avec ces hommes, ces femmes, c'est des relations humaines. Donc on espère que ces relations vont continuer. Beaucoup d'entre eux nous ont déjà dit il y a d'autres agences qui sont venues nous voir, mais on veut travailler qu'avec toi, Alexandrine. Et ils n'ont qu'à passer par toi parce qu'en fait, c'est très complexe. C'est très complexe à gérer. Et d'autres agences, et je comprends, d'autres agences n'ont pas le temps de venir établir ce genre de relations ou d'aller à des salons ou de prendre un billet, de passer une semaine dans des îles. Mais donc, nous, on espère que ce modèle économique va entraîner d'autres personnes à vouloir le créer parce que, bien sûr, la compétition, c'est bien d'avoir de la compétition de temps en temps. Et ça nous permet aussi de nous poser des bonnes questions, de revoir un petit peu notre business plan et c'est bien, mais encore une fois, économiquement, bien sûr, qu'on veut que ça marche et on veut vraiment s'étendre. On espère plus qu'à la Polynésie française parce que c'est vraiment un concept nouveau. Mais non, on n'a pas peur. Et au contraire, on aimerait bien que d'autres personnes aillent à la rencontre de ces gens et les aident à créer ce genre d'économie pour leur famille et pour notre culture et notre fénois, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour, quand tu m'expliques tout ça, toute cette partie culturelle, tous ces savoir-faire qu'on est en train de perdre à l'heure actuelle, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un jour une école
de la culture, une école de transmission de ces savoir-faire. Alors ça se transmet beaucoup entre familles, mais justement structurer un petit peu cette transmission pour expliquer à nos jeunes. J'ai la même difficulté. Moi, je ne fais pas de tifeifei. Ma maman, quand elle va partir, il n'y aura plus personne, à part ma belle-sœur qui le fait, mais voilà, c'est tout. Et elle a des filles qui n'ont jamais repris, elle a des garçons qui n'ont jamais repris le tifeifei non plus. Et donc, voilà, tu vois, c'est quelque chose qui va sans doute se perdre. Est-ce qu'on peut pas imaginer quelque chose, une structuration de ces transmissions de savoir? Complètement, c'est une super question. Justement, on en parlait avec l'équipe hier, parce qu'on est en train de monter un programme que je ne peux pas encore en parler, mais justement qui est plus lié pour le coup aux océans. Et pour moi, personnellement, en tout cas, après chacun a sa vision, hein, bien entendu, pour moi, c'est 3 volets. Le premier volet, c'est vraiment inspirer. Parce que si on n'inspire pas les jeunes à vouloir apprendre, ils ne vont pas apprendre. Qu'on ait la meilleure école, qu'on ait tout ce qu'on veut, s'ils ne veulent pas le faire, ils ne vont pas aller dans les bancs d'école pour apprendre. Donc, vraiment avoir ce côté inspirant, que voilà, des trucs fun, je sais pas, voilà, les surfeurs ils font ci, maintenant la Fashion Week reprend tous les savoirs ancestraux de le faire, les influenceurs, de quoi ils parlent, enfin voilà, il y a pas mal d'outils maintenant, surtout des outils digitaux avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, pour inspirer cette nouvelle génération et ne pas inspirer à des choses complètement tordues qu'on voit, enfin bon bref. Donc vraiment, le mot inspirer, c'est quelque chose de très important. Après, bien sûr, vient l'éducation. L'éducation, il faut des structures, que ça soit de par des structures administratives qu'on impose aux enseignants d'apprendre ou une école de ces savoirs ou autre. L'éducation vient clairement en deuxième point et ça, il faut à tout prix le faire. Donc ça passe par des formations, ça passe par plein de choses, mais clairement, je pense qu'il faut une structuration d'éducation. Et le troisième vient l'économie. Si j'apprends, je suis inspirée, j'apprends, mais en fait, j'arrive pas trop à faire vivre ma famille avec, comment on fait ? Et c'est ça qui est important, en tout cas quand on parle de développement durable, il faut vraiment prendre tous ces points en compte et sur du long terme. C'est que, ok, aujourd'hui, on inspire, on fait du marketing, on fait tout ça. Demain, on crée une structure où les gens vont clairement se former. Et après, on a déjà pré-créé cette structure économique où les gens vont pouvoir partager leur savoir, mais aussi se positionner dans un modèle qui leur est propre pour générer assez pour pouvoir vivre. Parce que aujourd'hui, on est obligé de gagner de l'argent. Et donc oui, clairement l'école. Mais aussi pour moi, c'est aussi inspirer et générer de l'argent derrière, quoi. Et peut-être également prendre son temps. Ah oui. Oui, le temps. Le temps, c'est dingue. Il y a 2 ans de cela, on a été approché par une compagnie de production qui voulait justement créer un truc autour du tourisme avec des influenceurs, bref. Et c'est de là en fait qu'il m'est venu ce souhait de savoir, mais alors si on a cette grosse production qui vient ici en Polynésie, quel est le message qu'on veut passer? Est-ce que c'est juste encore du tourisme, etc. Mais c'est quoi vraiment? On a un shot, genre 50 minutes de show sur une énorme plateforme internationale. Qu'est-ce qu'on passe? Et le temps, la relation au temps du Polynésien, pour moi, m'est venue en number one, en fait, en numéro 1, parce qu'en fait, c'était vraiment le côté anthropologique, pour le coup, que j'essaie de mettre en valeur. Mais en fait, c'est tous ces comment dire, toutes ces façons de voir la vie de façon indigène, entre guillemets, qui pour moi étaient essentielles, de revenir aux racines, à revenir à qui on était avant, pour en fait voir qu'est-ce qu'on peut devenir demain. Ça sert à rien pour moi de comprendre les nouvelles technologies, les choses comme ça, si en fait profondément on ne sait pas qui on est et qui on était. Et donc si j'avais 50 minutes de one shot de qu'est-ce que la Polynésie, pour moi c'est vraiment ce savoir indigène, ancestral,
Et ça commence par le temps, la relation de l'homme au temps, la relation de quand on mange, peut-être qu'on mange pas tout le temps, on va pas au magasin en fait, c'est un cycle, c'est le respect à la nature, c'est un moment commun, on va pas juste chercher ou appuyer sur un bouton et ça sort, non, tu dois préparer, tu dois faire plusieurs étapes et c'est des rituels qu'on a perdus. C'est une relation au temps qu'on a perdu et oui, le temps, on en manque énormément aujourd'hui parce que tout va vite et c'est dur parce que tout doit aller vite. Et si on prend notre temps, en fait, on n'existe plus. Mais pourquoi en fait on n'existe plus si on se respecte pas en tant qu'humain et on respecte pas notre environnement et c'est une très très bonne question, le temps. Oui, le temps, il faudrait qu'on puisse en parler pendant des heures. Parce que je prends cet exemple-là, ça m'est venu comme ça quand on parlait de Tifeifei par exemple. Voilà, un Tifeifei, on va mettre 3 à 6 mois pour le faire. Un Tifeifei traditionnel à la main, etc. Et tu sais, quand tu essayes d'expliquer ça à nos jeunes, qui eux sont sur les réseaux sociaux et qui obtiennent ce qu'ils souhaitent très très rapidement, ils ne comprennent pas pourquoi on va mettre 6 mois pour bâtir un Tifeifei et le coudre, et ensuite il va falloir attendre 6 mois avant de pouvoir le vendre. Donc tu vois, tu attends 1 an. D'ailleurs, c'est pour ça que ça coûte très cher, parce que on prend beaucoup de temps pour le faire. Même chose pour les bijoux, même chose pour plein d'autres choses. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important, c'est cette relation avec le temps. C'est que effectivement la mondialisation, le fait qu'on aille à l'étranger, qu'on voit que tout le monde est pressé, il ne faut pas perdre de temps. Alors que perdre son temps, au contraire, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La preuve, on est dans un jardin, on va prendre son temps pour faire une interview. Ça, c'est génial. Non, ça, c'est vraiment... C'est vraiment... pour moi, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement important. On revient à... Nani Travel, tu nous as expliqué tout ce que vous étiez en train de faire, etc. Nani Travel, c'est une société commerciale, mais c'est également une association. Donc, vas-y, explique-moi, comment est venue l'idée justement de créer cette association? Pourquoi avoir voulu créer cette association? Alors, on a créé cette association parce que, alors déjà, on avait pas mal de portes qui se fermaient en face de nous parce qu'on arrivait avec une nouvelle façon de faire du business. Et donc même si on avait un super message, parce qu'on était privé, on était une compagnie, il fallait qu'on paye pour certains services ou certaines choses qu'on voulait partager en fait. Et donc on comprenait pas trop, on me dit mais par contre si vous êtes association, là on prend, c'est sûr et c'est gratuit. Je me suis dit mince alors. Donc on a créé l'association vraiment parce qu'on avait ce besoin. On pouvait pas tout faire passer sous le côté privé. Et parce que aussi la compagnie et l'association Nani Travels travaillent vraiment étroitement ensemble. Pourquoi? Parce que la façon dont on voyageait, on a mis en place des règles d'or. Donc ce sont des règles qu'on a étudiées des Nations Unies, qu'on a appliquées en Polynésie française dans l'industrie du tourisme. Donc on en a 6 qu'on partage à nos touristes quand ils viennent, donc partout, mais également à nos partenaires. Donc ils ont une espèce de charte qu'ils peuvent lire, qu'on ne demande pas de respecter parce que c'est vrai que ça prend du temps. D'avoir cette transition. Mais au moins, si la volonté est là, pour nous, c'est déjà assez. Voilà, on prend le temps de faire les choses bien. Et donc voilà, c'est ces règles d'or en fait qu'on voulait partager, qu'on voulait mettre partout en fait, dans les avions, dans les bateaux, limite faire comme Palau l'a fait avec le Palau Pledge. On était compagnie donc on pouvait pas le faire, donc on a dû faire ça du côté associatif. Maintenant on a notre association, et donc on a vraiment étudié en profondeur tous ces impacts du tourisme, toutes ces petites choses qu'on pouvait faire pour éviter d'endommager l'environnement qui nous entoure, le patrimoine culturel, comment est-ce qu'interagir avec les locaux. Et donc ça,
c'est du temps, c'est du travail, et au final, c'est de l'argent. Donc, on s'est dit, on va quand même ouvrir ce côté associatif parce que la compagnie, à elle toute seule, on comprenait pas en fait. Voilà, on avait 2 agents de voyage, un chef de projet environnemental, un chef de projet culturel, un financier, un comptable. On était là, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens-là? Donc, on a voulu dissocier les deux. Et aussi parce que la façon dont on voit le voyage, c'est que 2% à 50% est reversé à chaque projet associatif. Et on ne voulait pas juste donner de l'argent pour donner de l'argent, on voulait vraiment qu'il y ait une personne qui soit en charge de tous les projets qu'on met en place avec d'autres associations, mais qui puisse faire des follow-up, de suivre en fait l'avancée de chaque projet. Parce que, encore une fois, si c'est juste une manne financière pour dire j'ai fait des donations, ça ne sert à rien. Et donc du coup, on a vraiment une personne clé aujourd'hui, on relance un petit peu la machine, on en aura 2 bientôt, mais cette équipe est vraiment là pour voir, voilà, l'agence de voyage crée des voyages, mais derrière tout ça, c'est quoi l'impact? Comment est-ce qu'on peut le réduire? Comment est-ce qu'on peut justement avoir un côté régénérateur? Et comment est-ce qu'on gère tout ça? Donc, pourquoi l'association? Voilà, pour gérer tous nos projets. On en a beaucoup, l'éphémère, ce nouveau projet qu'on a autour des océans. Cette année, on est en partenariat avec la direction de l'environnement pour la gestion du réseau local d'échouage. Alors, pourquoi une agence de voyage le fait? Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a l'association. Donc voilà, énormément de projets et je pense que l'association porte des valeurs qui sont les mêmes que Nani Travels, mais avec ce volet associatif, quoi. Mais on est vraiment les deux les mêmes. Au final, en fait, tu es comment tu te définis en tant qu'entrepreneur? Je sais pas. Je sais pas, comment est-ce que je me définis en tant qu'entrepreneuse? C'est une question que je me pose tous les jours, vraiment. Quand on me demande de me présenter, je sais pas dire d'autre que je suis la fille de Nani et Bruno. Parce que, en fait, je me réinvente tout le temps. J'ai l'impression que aujourd'hui c'est Nani Travel, c'est l'association Nani, mais demain ça va être autre chose. Et en fait, oui, clairement une serial entrepreneuse à fond, ça n'arrête pas de cogiter dedans. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que j'ai pas encore trouvé ma place parce que j'ai l'impression d'être entre créer de l'argent, avoir toujours ce côté, voilà, il faut faire que la compagnie tourne, quoi. Faut pas être dupe, il faut avancer, le temps c'est de l'argent, etc. Mais d'un autre côté, comment est-ce qu'on fait que ce temps, il ralentit, quoi, et qu'on puisse avoir de vrais projets constructifs, prendre le temps de comprendre, de se ressourcer, de s'enraciner et de faire en sorte que ce développement il soit gérable. Et donc une entrepreneuse, oui, mais une entrepreneuse verte, une entrepreneuse, je sais pas. En fait, on peut pas te mettre dans une boîte. Non, je suis pas dans une boîte. Non, j'ai jamais aimé être dans une boîte. C'est pas demain que je serai dans une boîte. Et je pense, sans me vanter, mais je pense que ça peut être inspirant pour cette nouvelle génération qui se cherche. Parce que je me cherche encore. Bon, j'ai 30 ans, hein, mais je suis maman, mais je me cherche encore énormément. Et aujourd'hui, comme tu dis, tout va trop vite et t'as tout le temps besoin de courir après qui tu es, ou sinon de se dire non mais attends, moi je fais pas partie de ça, et du coup de dissocier de tout ce qui existe, et tu sais pas qui tu es. Et moi, mis à part me dire que moi je sais que je suis maman, que je suis la fille de Bruno et Nani, que j'ai un frère Jérémy, Richard et Brian, et que j'ai des gens incroyables autour de moi, et que je fais ce qui me fait vibrer et avec mes valeurs. Ce que je fais à côté, ça changera demain, quoi. Ça changera dans 10 ans, ça évoluera, ça s'arrêtera. Mais je pense que c'est les valeurs qui sont en moi qui resteront pareilles. Et en tout cas, j'espère. Quel serait le message que tu voudrais faire passer à nos jeunes Polynésiens? Bon, ça on pourra couper, hein, parce que je sais pas encore là. À chaque fois, je sais pas, franchement c'est une question, à chaque fois on me demande et à chaque fois j'invente des trucs. Et là j'ai pas envie d'inventer, je sais pas, c'est intéressant. Il y a tellement de choses en fait. Hein. Ouais. Je suis contente parce que je serai prof à l'université en prof vacant là, pendant 3 mois, donc j'aurai le temps de partager tout ça. Si j'avais un message pour nos jeunes, vraiment c'est
c'est de prendre confiance en soi, qu'ils sont assez, ils sont suffisants, ils sont incroyables, que chacun d'entre nous est différent et que la différence fait leur force en fait. Et de ne pas essayer de se caler à quelqu'un ou à se dire « Ah, moi je vais être comme ça » ou « Comme lui, je vais faire comme elle ». Non, parce qu'en fait tout le monde est différent et que s'ils savent vraiment quelles sont leurs valeurs à eux au fond de leur cœur et quelles sont les valeurs qui leur ont été inculquées de leurs parents, de leurs grands-parents, c'est ça qui est important. Et grâce à ces valeurs, se construire leur propre identité, mais de ne pas avoir peur d'être différent, de vraiment ne pas avoir peur d'avoir des portes qui se ferment en face d'eux ou de se dire « Ah oui, mais toi, t'es parce que voilà, c'est ça ». Non, en fait, c'est pas parce que j'ai ce nom que je suis forcément ça. Je suis une personne à proprement dite et j'ai mes propres valeurs et c'est ça que je vais prôner en fait. Et c'est ça que, grâce à ces valeurs, je vais essayer de créer ma vie autour de ça. Et donc, choisissez bien vos valeurs, hein.